Parmi les innombrables idées reçues qu'il existe en paléo, je vais aujourd'hui vous parler de quelques idées reçues de paléobotanique et de paléoécologie. Alors préparez-vous car on va défaire pas mal d'idées fausses sur l'évolution des plantes, des milieux et des paysages au cours des temps géologiques. Vous le savez probablement déjà, mais il faut bien commencer par un des éléments les plus importants, et il s'agit bien de celui-ci. Déjà, c'est quoi l'herbe? Une question fondamentale car il faut d'abord savoir de quoi on parle. En effet, l'herbe, sans plus de précision, peut tout aussi bien qualifier cette plante qui est une prêle, ce lycopode ou encore ces lusules, ces poacées, ces bambous, voire même ce bananier. Autrement dit, il faut de la précision. Les plantes qualifiées d'herbacées constituent tout d'abord un groupe extrêmement vaste qui n'est pas phylogénétique, mais en réalité morphologique. Ce sont des plantes qui possèdent des tiges feuillées très réduites, des sporanges qui peuvent être positionnées au sommet de la tige, et enfin ces plantes produisent toutes de la lignine. J'ai déjà entendu dire que les plantes herbacées n'en produisaient pas, et c'est totalement faux. Toutes les plantes trachéophytes, qui ont donc des vaisseaux conducteurs, produisent de la lignine. Ainsi, les plantes herbacées produisent aussi de la lignine, mais en très faible quantité. Là est la nuance. Dans ce contexte précis, oui, les plantes herbacées constituaient une place prépondérante dans les écosystèmes continentaux du Phanérozoïque, du Silurien à aujourd'hui. Cependant, quand je vois ça, moi je suis pris de vertige tellement c'est mauvais d'un point de vue paléobotanique. En effet, le terme herbe peut tout aussi bien qualifier un groupe de plantes que vous connaissez sans doute, à savoir les poales. Les poales sont des monocotylédones, et comme tous les monocotylédones, ces plantes sont dépourvues d'anneaux cambiales. Elles ne peuvent donc pas produire de xylème secondaire, ce qui se traduit par l'absence de bois. L'absence de cambium développé a pour conséquence la rareté des ramifications chez les monocotylédones dans leur ensemble. Comme exemple, on pourra citer les palmiers ou arécales dont la tige n'est pas un tronc mais un stipe, et où les ramifications sont extrêmement rares. Mais on s'égare. Retournons chez les poales qui représentent l'idée même de l'herbe. Les poales constituent l'un des groupes les plus diversifiés chez les angiospermes, et n'ont pas besoin de pollinisateurs étant anémophiles, c'est-à-dire que la pollinisation se fait par le vent. Parmi les poales, on trouve les lusules, les typhacées avec ses épis caractéristiques, comme les roseaux par exemple, les poacées, des plantes pionnières à l'appareil végétatif très sophistiqué et aux feuilles sans limbe, dont les deux familles les plus connues sont les bambousoïdés ou encore les poïdés, la plupart des graminées étant des poïdés. Les poales sont absolument partout aujourd'hui et il paraît bien difficile de réaliser une petite randonnée sans en voir, sauf peut-être sur les inland seas de l'Antarctique. Et pourtant, ces plantes n'étaient pas toujours là. Les plus anciens fossiles de poacées sont encore une fois des pollens, qui, protégés par la sporopollénine, un biopolymère extrêmement résistant, ont pu fossiliser et parvenir aux paléobotanistes. Ces pollens de poales ont environ 90 millions d'années, soit le Crétacé supérieur au Turoniens. Oui, les poales ont donc côtoyé les dinosaures du Crétacé supérieur, ce qui n'est pas très étonnant étant donné que les plantes à fleurs ou angiospermes connaissent alors une extraordinaire radiation évolutive. Les plus vieux macrofossiles de poacées connus datent d'environ 54 millions d'années, soit le Paléocène. On remarque une répartition essentiellement gondwanienne au Crétacé supérieur. Donc non, les poacées n'ont pas connu par exemple les tyrannosauridés. Puis eut lieu une grande radiation évolutive et une colonisation de l'hémisphère nord au cours du Paléogène. Au cours du Miocène, les premières savanes et prairies se développent, bouleversant ainsi les paysages continentaux et les écosystèmes. Par conséquent, représenter des poales au Jurassique, au Trias et même pire, au Paléozoïque, c'est une erreur qui mérite d'être soulignée, et pas seulement en paléobotanique, cela concerne le monde des paléoartistes qui s'évertue à reconstituer les paléoenvironnements anciens. Au Carbonifère, le taux de dioxygène a grandement augmenté pour atteindre les 30% de dioxygène atmosphérique.
Une teneur qu'on explique souvent par le développement d'une gigantesque forêt du Carbonifère, négligeant ainsi bien souvent l'impact des cyanobactéries ou des algues photosynthétiques macro et microscopiques. Mais bref, passons. Sachez que la présence d'une forêt n'explique pas forcément un taux de dioxygène élevé. En effet, sachez que si la forêt amazonienne disparaissait dans son intégralité, le résultat serait une perte très minime de la teneur en dioxygène atmosphérique. Pourtant, les grands médias rabâchent à tort et à travers que notre grande forêt équatoriale est le grand poumon vert de notre planète. Eh bien effectivement, l'Amazonie, de par l'extraordinaire biomasse végétale, produit énormément de dioxygène, sauf qu'il faut bien comprendre que la forêt est un écosystème, et que les plantes effectuent aussi la respiration cellulaire, qui nécessite du dioxygène. Ainsi, les flores, fonges, faunes et populations bactériennes d'Amazonie consomment la quasi-intégralité du dioxygène atmosphérique produit. Par contre, l'Amazonie joue un rôle de puits de carbone non négligeable qu'il ne faut surtout pas oublier, surtout dans le contexte actuel de déforestation. Ainsi, il est important de comprendre qu'un très fort taux de dioxygène ne signifie pas une forêt recouvrant tous les continents comme on l'imagine. La plupart des bassins houillés ayant révélé des restes des flores carbonifères représentent en réalité l'ancienne forêt équatoriale du Carbonifère, qui certes était très vaste mais n'excédait pas la superficie de notre Amazonie. On connaît vraiment très peu de choses sur les flores des milieux tempérés du Carbonifère, voire même à proximité des pôles. Car il faut comprendre, comme nous l'avons vu dans le Late Paleozoic Ice Age sur le Carbonifère, que cette période s'étendait sur une très longue période de glaciation où une bonne partie du Proto-Gondwana était recouverte par une calotte polaire. Il ne faisait donc pas aussi chaud qu'au Crétacé supérieur ou au Paléocène. Les températures étaient plutôt proches d'aujourd'hui, soit entre 12 et 14 degrés Celsius contre 15 degrés Celsius en moyenne actuellement. Donc non, le climat global du Carbonifère n'était pas tropical à l'image de sa forêt équatoriale. Et non, les forêts ne recouvraient pas tous les continents, les régions tempérées restant globalement obscures d'un point de vue paléontologique. Il est donc extrêmement difficile de savoir si des forêts de lycophytes ou de sphénophytes s'y étendaient. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de vous laisser, je tiens à vous informer qu'une vidéo FAQ sera bientôt réalisée sur la chaîne. Il y a pas mal de choses qui ont changé sur cette chaîne et j'aimerais bien faire un petit point dans une prochaine vidéo information et en profiter pour répondre à vos questions et suggestions dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à y écrire et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.